Merci à la librairie Tropique de nous recevoir pour permettre de parler de ce livre qui s'intitule Révolution entre commotion et commémoration 1917-2017. Donc ce livre est surprenant à beaucoup d'égards. Il est paru en 2019 et devait être présenté ici même en 2020. Alors c'est un livre surprenant parce que il est constitué d'interventions de formats divers. C'est un ouvrage scientifique, mais pas seulement. Il s'agit d'un ensemble de textes qui rencontrent des interventions, des débats, des films, des lectures critiques qui se sont déroulées lors des 5e rencontres d'histoire critique de Gennevilliers en 2017 et qui portent le sceau de 1917, de la Révolution russe et de ses héritages. Surprenant également parce qu'il s'agit d'un éditeur qui est un éditeur italien. Éditeur italien, pour certains ou pour la plupart d'entre vous, c'est une découverte. Et ce livre fait suite à ceux des précédentes rencontres. Par exemple, Rencontre d'histoire critique, Guerre et paix. Qui a été présenté d'ailleurs dans la librairie à l'époque. Nation, mondialisation, toute une histoire. Donc nous publions les rencontres. Alors ces rencontres, donc, dont ce sont en quelque sorte les actes oui. Publiés, d'une manière générale, s'inscrivent dans le contexte donc un contexte d'études d'historiens scientifiques. Mais pas que. Mais pas que. Et là, le thème, c'était donc à l'occasion de la révolution, du centenaire de la révolution bolchevique, de s'interroger sur justement l'événement historique, ses conséquences, sous différents aspects, si j'ai bien compris. Les révolutions bolcheviques, mais également les révolutions qui sont venues ensuite. Et en 2017, le temps des révolutions revenait dans les têtes. Et nous avons voulu examiner comment se présentaient ces révolutions. Penser révolution en 2017, ça supposait de s'intéresser à bien d'autres mondes. Et c'est pourquoi on examinera tout à l'heure la table des matières. Le sujet couvre un champ extrêmement étendu. Donc nous avons pris le terme révolution dans son acception historique et toute sa force. Mais le mot de révolution, synonyme de rupture, est porteur de grandes espérances et lourd de sens, est aujourd'hui quelque chose de léger, comme une bulle. Un de ces mots, valise, qui a perdu sa signification. Et en 2017, c'était le cas. Il s'est, à mon avis, et je pense que Anne pensera la même chose, il s'est métamorphosé, transfiguré, vidé de sa substance par une opération de langage, et une opération de langage héritée de la rhétorique grecque et romaine. Donc, ceux qui se sont emparés de ce terme, ce sont des communicants, des publicitaires et certains auteurs récents auxquels je pense, et vous y penserez tous, ont écrit un livre, Révolution. Oui, y compris Macron. C'est à ça. C'est l'allusion. C'est l'allure. Tous révolutionnaires, et oui. D'une manière ou d'une autre. Or, les mots ont un sens et l'histoire se sert des mots. Donc nous souhaitions faire réapparaître ce qu'avaient été les révolutions, questionner ces révolutions
Et nous ne voulions pas non plus les momifier, les commémorer uniquement. Nous voulions élargir et faire réfléchir. Donc nous avons questionné ces périodes fantastiques. La marée des événements, comme l'avait dit Alexandra Kollontai, la marée des événements. Et Alexandra Kollontai était actrice et témoin de ce mouvement historique où les femmes jouent un rôle considérable. Donc ce livre croise des points de vue qui sont ceux d'historiens, d'historiennes, de sociologues, de géographes, de spécialistes de littérature et embrasse la diversité des événements en France, enfin, France étant une matrice, la Russie, l'Ukraine, l'Irlande, la Chine et les États-Unis. Donc nous mettions en avant un questionnement qui structure ce livre, et c'est le questionnement: les révolutions appartiennent-elles définitivement au passé? Un passé révolu, spécifique d'une histoire bien précise, et en quoi les révolutions d'hier, peut-être la gestation de celles d'aujourd'hui, nous parlent-elles? Or, en 2017, nous vivions 2 ans après 2015, une période d'inquiétude, de difficulté, de désillusion. J'ajouterais que c'est un livre assez bref, mais que les échanges qui se sont déroulés lors des rencontres d'histoire critique ont été naturellement beaucoup plus riches. J'insiste sur ces rencontres d'histoire critique qui existent depuis 2009 et qui ont lieu tous les 2 ans. Alors, je signale qu'il y aura des rencontres cette année, en 2021, sur un thème jeunesse au pluriel, et qui reprendra nos méthodes habituelles. J'ajouterai quand même les auteurs de ces, et je ne parle pas des auteurs du volume, mais des auteurs de ces rencontres. Ces rencontres, elles sont issues des cahiers d'histoire et elles sont issues de l'Université populaire des Hauts-de-Seine, qui développe depuis 2005, qui organise des cours, des conférences dans tous les domaines pour la diffusion des savoirs et le développement de l'esprit critique. Voilà, donc 12 ans. Nous allons fêter les 12 ans de nos rencontres et on l'espère, elles auront lieu et on pourra en faire un ouvrage qui sera proposé à la librairie. Où et quand? Elles auront lieu en novembre, comme d'habitude, toujours en novembre, à Gennevilliers. Car c'est à Gennevilliers qu'ont lieu les rencontres, que siège l'Université populaire. Et Gennevilliers, c'est une ville culturelle, avec un fort patrimoine, donc forte tradition culturelle. Et pour les rencontres, nous mobilisons des associations locales, nationales, et nous avons beaucoup de partenaires. Voilà. Donc, maintenant, pour en revenir à la publication, est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée de ce que les futurs lecteurs peuvent s'attendre à y découvrir? Oui, bon, bah alors c'est moi qui vais parler, donc un petit peu. Oui, je crois qu'on peut le voir, enfin, Marie-Claude disait c'est très, très riche, très divers.
un peu comme en le reprenant, je me disais qu'un peu comme des portes ouvertes, quoi, sur différents aspects des révolutions. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures sur des sujets effectivement très, très divers, avec quand même je dirais peut-être deux fils directeurs. L'un qui était héritier, je pense que tu as bien fait de bien poser le contexte de 2015 quand on a commencé à travailler là-dessus. Donc il y avait la perspective de 2017 et du centenaire de la révolution bolchevique ou des révolutions russes. Mais il y avait aussi le contexte des printemps arabes. Et beaucoup de débats, notamment je pense aux interventions de Michel Vauvel dans ce contexte, comme une espèce de retour justement sur est-ce qu'une révolution est possible, sur quoi est-ce que les mouvements sociaux en cours vont déboucher, est-ce qu'il y a des tempos à l'échelle du monde, c'est-à-dire qu'en gros il y a des pays où des révolutions ont eu lieu et d'autres où des révolutions sont en gestation, etc. Je pense que pour la renaissance justement de la vitalité des réflexions sur les mouvements sociaux et leur articulation avec des perspectives révolutionnaires, ce contexte est vraiment très important. On est vraiment sorti à ce moment-là de la perspective, on va dire Tina pour aller vite, enfin, c'est ce qu'on a mis dans l'introduction, quoi. C'est-à-dire l'idée, mais après tout, il y aura peut-être des alternatives et cette chape de plomb, elle est en train de se fissurer gravement. Et il y a une expression que j'aime beaucoup sur quelqu'un qui dit pas forcément des choses qui me sont toujours sympathiques, mais qui est Guillaume Erner, quand il dit si vous n'êtes pas bien le matin, soyez content de ne pas avoir dit en substance autant de bêtises que Fukuyama, qui a donc annoncé la fin de l'ère des révolutions. Donc je crois qu'on était vraiment depuis 2011 dans ce renouveau. La seconde piste, enfin en le relisant, je me disais il y a vraiment une tension constante entre, c'est une caractéristique, je pense, des réflexions des historiens aujourd'hui, mais peut-être aussi en politique, enfin, je veux dire, de la part des gens qui sont vraiment dans les optiques d'action politique pour changer la société, enfin de poids réel de ces actions. La perspective qui est toujours très réflexive, c'est-à-dire qu'on le voit, nous on a fait une troisième partie qui n'avait pas été présentée comme telle dans les rencontres, mais en recevant les textes, on s'est rendu compte que cette question de comment on commémore, c'est-à-dire quelle place de la mémoire des révolutions, de l'enseignement des révolutions, alors de façon plus globale du passé, mais spécialement pour ces moments très, très forts qui ont donné lieu à des histoires de mémoire collective et qui pèsent elles-mêmes sur la construction des savoirs militants et du coup on peut le penser avec raison, des transformations sociales. Et il y a vraiment une interrogation, donc tu faisais peut-être allusion là, à l'article de Éric Honoble sur l'Ukraine. C'est 1917-2017 et il y a l'idée que, enfin c'est pas une idée, c'est l'analyse que les événements de 1917 sont un enjeu évidemment très fort dans le présent et il y a une interrogation très forte et une analyse très forte aussi sur ce que l'on fait en Ukraine de ce passé et comment on l'inscrit dans des histoires nationales. Alors il y a les mêmes types de réflexions sur le non-événement ou la volonté de Poutine de limiter la commémoration de 17, en tout cas quelle forme de commémoration, avec des enjeux très forts pour différents pays, mais en particulier évidemment pour ceux-là dans lesquels la mémoire de ces révolutions ont été très fortement entretenues, sont aujourd'hui revues, mais justement il y avait cet enjeu, quelle révision, quelle relecture et quelle perception par les pouvoirs, peut-être plus par les pouvoirs d'ailleurs que par, alors je sais pas, les peuples eux-mêmes
de ces enjeux. Alors on avait passé par aussi une analyse que fait Nelsia Delanoë, qui est spécialiste des États-Unis, sur la façon dont, à travers la presse des États-Unis, elle voyait, et d'ailleurs s'étonnait assez, elle repérait, avant même qu'on lui propose cette intervention, enfin, les occurrences, les références à la révolution, notamment bolchevique. Et pour elle, c'est vraiment quelque chose qui est assez neuf dans l'histoire des États-Unis, donc sur lequel elle tenait à intervenir. Nelsia Delanoë, avec une intervention qui porte le titre « Le siècle rouge du New York Times, 24 février, 7 novembre 1917 ». Et c'est une vue très originale. Oui, parce que de la part du New York Times, oui. La conception qu'ils ont des rouges... bref. En tout cas, pour en savoir plus, il va falloir évidemment découvrir la publication. Donc, oui. On a déjà un certain nombre de raisons de s'y intéresser, puisque problématique inattendue et donc stimulante. Surtout quand on connaît la suite des événements depuis donc 2017. Alors, donc, là, nous avions normalement des co-rédacteurs qui étaient prévus, mais qui nous ont fait faux bon. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire le sommaire, je vais le montrer, je le montrerai à l'image, tu me donneras à tout hasard, donc il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Il y avait à la fin un débat oui. entre Serge Volikov, spécialiste d'époque contemporaine, et Andrei Gratchev sur la révolution, enfin les révolutions et le pouvoir du peuple. Et ça, c'était ce qui terminait les interventions, les rencontres, et qui figure... Alors le débat est publié. Moi j'avais donc une question que j'avais déjà prévue lorsque nous avions... plus exactement, j'avais prévu de poser des questions en rapport avec la manière dont a été commémoré, ou pratiquement pas commémoré en fait en France, y compris par la gauche soi-disant radicale, et y compris par la gauche soi-disant communiste, le centenaire de la Révolution d'octobre. Mais j'ai encore plus envie de... Donc ce qui m'avait frappé, moi, en 2017, c'était le caractère, la grande discrétion, y compris, et notamment de la gauche, de la classe dirigeante, ça n'a rien de particulièrement surprenant, surtout depuis dans le contexte, dans l'ambiance anticommuniste féroce, ou supposément antitotalitaire dans laquelle nous baignons déjà depuis quelques décennies. Mais ce qui m'a encore plus frappé, c'est la manière dont ils ont totalement ignoré les bolcheviks et la révolution d'octobre, mais ils se sont tous découverts, là dernièrement, communards. Ah oui. Très curieusement. Là, je parle évidemment de notre gauche, encore une fois, supposément radicale, ex ou supposément communiste, insoumise, ou Dieu sait quoi. Sans parler évidemment des trotskistes et compagnie. Donc, ce qui m'a un petit peu amusé, c'est de voir, bon, l'enthousiasme est retombé, comme souvent, mais il y a eu quand même proportionnellement une redécouverte de la commune, et qui a consisté, alors là c'est pour une espèce de mise à jour, c'est peut-être un article qu'il faudrait rajouter à ces rencontres, c'est qui a consisté à occulter totalement, à changer complètement, comme ils disent eux-mêmes dans leur jargon, de paradigme, pour oublier complètement, comme mère des révolutions, la révolution d'octobre, où on a vraiment là une position qui est devenue de plus en plus clairement anticommuniste, pour essayer de nous fabriquer des origines, non plus communistes, mais communardes, du communisme et des révolutions sociales de même type, complètement petite bourgeoise, complètement idéaliste et chimérique, et utopiste, et avec beaucoup plus d'éclat, et en tout cas, indépendamment des circonstances liées à la crise sanitaire, beaucoup plus d'éclat et de publication surtout
extrêmement nombreuses que ça n'avait été le cas pour la Révolution d'octobre. Alors évidemment vous n'avez pas parlé de ça, vous ne pouviez pas en parler en 2017, mais je ne sais pas, est-ce que ça vous inspire un commentaire? Moi je veux bien faire un commentaire, mais c'est vraiment des enjeux très important, hein, parce que nous, en tant que revue, non mais je veux dire même d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire nous on fait de l'histoire, et c'est le cas pour les cahiers d'histoire, mais c'est le cas aussi pour ces rencontres, effectivement avec l'histoire telle qu'elle se fait. C'est-à-dire que une revue, elle n'est jamais que l'expression d'autres travaux dans lesquels on fait des choix, on privilégie des thématiques, des problématiques. Mais par exemple sur la commune, il était assez clair qu'en 2017, il n'y avait pas les travaux très nombreux qui ont été faits depuis. Alors ils étaient en cours pour certains, mais certains travaux qui étaient bien avancés, comme ceux de Laure Godinot, effectivement ne trouvait pas un public renouvelé, et la commune sans doute était éprouvée comme un objet en partie, je ne sais pas si c'est mort, mais en partie fossilisé par beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, il y a eu des nouvelles formes de lutte, hein, et qui traduisent des changements, je ne sais pas si c'est de paradigme, mais sans doute d'influence philosophique, qui font moins de place à Marx, hein, qui font moins de place au marxisme, qui font plus de place à d'autres influences, des courants de pensée divers, y compris qui se sont opposés à Marx dans le cadre du 19e siècle. Donc c'est vrai que la commune, elle a pu jouer cette année un rôle de creuser, au sens où l'expression polymorphe des contestations actuelles peut trouver à y prendre. Alors qu'il y a 3-4 ans, c'est vrai que ces luttes existaient, et sans doute qu'elles avaient moins avancé dans la production d'histoire. Alors, toi, tu vas sans doute pas être satisfait de cette réponse, parce que c'est une réponse de médiateur culturel, c'est-à-dire ou de médiateur d'histoire. C'est-à-dire que moi, je fais un état des lieux à des moments où il y a beaucoup de choses. Rétrospectivement, moi, à titre personnel, évidemment en tant que marxiste, j'ai été frappé, et communiste, j'ai été frappé, mais ça c'est pas nouveau, par la chape de plomb anticommuniste qui maintenant depuis bientôt une 50aine d'années accable notre pays de manière de plus en plus marquante, avec une espèce d'effacement progressif, quand ça n'a pas été de réécriture complètement aberrante de l'histoire, précisément autour de la Révolution d'octobre, qui a débouché, y compris sur la russophobie qu'on a vu se manifester particulièrement justement à propos de l'Ukraine, ou en ce moment Biélorussie ou Dieu sait quoi, ou guerre en Syrie, et j'ai été, donc au moment de vos rencontres, et c'était donc la question que je voulais poser, c'est quand même étrange qu'il y ait cette espèce de grande discrétion pusillanime, pour ne pas dire parfois honteuse de la part de certains, à évoquer cet événement quand même considérable dans l'histoire, et pas seulement l'histoire contemporaine. Il trouve que hier on a une rencontre ici extrêmement intéressante avec de nombreux, il y a un témoin qui est là qui pourra le confirmer, de nombreux représentants des jeunes générations, étudiantes ou futurs acteurs décisifs de notre société civile, et qui ont été extrêmement intéressés parce que la relation parfaitement claire et authentique
et sérieuse et bien documentée qu'en a fait Cécile Winter a bien montré le caractère considérable d'un événement comme celui que fut non seulement la révolution chinoise, qui est plutôt une guerre civile, mais ensuite la révolution culturelle, qui est une révolution à l'intérieur d'une révolution, avec toutes sortes d'enjeux qui sont, y compris les enjeux politiques, en particulier sociaux et économiques, qui sont toujours ceux qui préoccupent, y compris ces jeunes générations aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, ils les ont découvertes, parce qu'elles étaient recouvertes de strates d'ignorance et d'occultation accumulées depuis, à mes yeux, une bonne cinquantaine d'années, y compris par de nombreux historiens, je dirais même une bonne partie de l'appareil universitaire et des historiographes universitaires, comme chacun sait maintenant, ultra réactionnaires, comme je crois depuis 50 ans que je les observe, c'est sans précédent, anticommunistes bien sûr, mais globalement ultra régressifs et assez serviles quant à l'idéologie dominante. Donc, cette grande discrétion par rapport à un événement aussi considérable que fut la Révolution d'octobre, pour moi c'était quand même la grosse question que vous ne pouviez pas éventuellement évoquer pendant ces rencontres puisqu'elles avaient lieu à ce moment-là, mais que l'année 2017 passée, et à titre personnel l'ayant vécu, y compris au travers de toutes les publications qui ont pu être faites à l'époque, quand je les compare à la production massive en rapport avec la commune, qui dépasse largement le rôle qu'avait la commune. Nous savons tous qu'elle n'a jamais été enseignée, pas plus à mon époque qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif. Mais elle a eu un effet en librairie assez considérable. Les livres ont eu du succès, beaucoup plus par exemple que le centenaire napoléonien, là, qui a donné lieu aux marronniers habituels aussi bien de nos experts, de nos médias que de nos éditeurs, mais qui a eu un écho en librairie quasi nul et manifestement un intérêt du public à peu près néantiforme. Donc voilà, c'était la réflexion. Alors je ne sais pas, c'est pas du tout le thème de vos prochaines rencontres, mais j'en profite puisqu'on fait découvrir ces rencontres d'histoire critique. Et je prends au mot l'histoire critique parce que je pense qu'elle est plus que jamais utile et nécessaire en ce moment. Et donc pour vous encourager, et peut-être faudrait-il consacrer un débat à la manière dont justement on commémore de manière assez sélective et dans une perspective idéologique assez curieuse des événements comme ceux que nous venons d'évoquer. Voilà. C'est évident qu'il y a une très grande distance prise par rapport au type de révolution qu'a été la révolution bolchevique. Enfin, c'est très difficile, enfin, d'imaginer aujourd'hui certains aspects au moins de cette révolution. Alors je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, y compris pour... enfin moi je pense je vois ça en comparaison avec la Révolution française, hein, je ne suis pas du tout spécialiste du XXe siècle, hein, mais évidemment il y a beaucoup sans doute de travaux pour renouveler les approches qui ont souvent été des approches justement très globalisantes, peut-être trop faites d'en haut, peut-être pas assez des analyses sociales. Je pense à ce qu'il y a dans ce volume sur les analyses de la Révolution française, sur la question de la parole populaire, par exemple, parce que c'est peut-être des questions qui ont été considérées comme trop rapidement résolu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le pouvoir du peuple, qu'est-ce que le peuple. Donc c'est aujourd'hui des questions sur lesquelles on a beaucoup d'inquiétudes, hein, parce que de fait, alors c'est sans doute là-dessus qu'après idéologiquement il y a des divergences profondes, hein, sur ce que cette révolution a apporté en termes d'émancipation, etc. Beaucoup de gens en font un bilan qui est plutôt négatif et du coup s'interrogent sur comment faire pour qu'une révolution ne débouche pas sur une forme, on va dire, d'oppression ou d'étatisme, ou certains ont dit de capitalisme d'État, etc. Donc là, on va sans doute en reparler puisque c'est le centenaire du Parti communiste chinois qui pose pas les mêmes problèmes, mais qui pose aussi des
des questions très réelles sur justement qui parle, au nom de quoi parle ce pouvoir, en quoi est-il communiste, en quoi peut-il y avoir un capitalisme communiste, etc. Ou une société communiste et capitaliste. Enfin, moi, je sais pas. Je crois que beaucoup de débats évidemment transparaissent à travers cette historiographie. Et d'ailleurs, les 2 articles qu'il y a sur la Révolution française, tout en s'inscrivant dans les mêmes préoccupations, hein, qui est vraiment celle de la prise de parole du peuple. C'est-à-dire, est-ce que c'est qui parle au nom du peuple et dans les assemblées là, de sections parisiennes qui sont étudiées, quelle est l'importance je voulais dire, donc, il y a du commun sur ce qui est, je crois, le socle des interrogations aujourd'hui, donc qui, en gros, pose d'une façon très, très large la question de la démocratie, hein, du pouvoir du peuple au sens propre, mais en même temps avec des résultats d'analyse ou des conclusions qui ne sont pas exactement les mêmes, justement quant à la façon dont cette parole du peuple est prise en compte dans le contexte de la Révolution française et en particulier dans le moment du gouvernement révolutionnaire de l'an 2. Donc à la fois des préoccupations communes, et je pense que radicalement c'est autour de ces questions de qu'est-ce que c'est que le pouvoir du peuple, comment est-ce qu'il peut trouver des voies d'expression et comment est-ce qu'il peut conserver cette expression, ce qui est quand même le grand problème, y compris posé par la Commune de Paris, et donc, qui introduit la question des ennemis de la Révolution, qui introduit le fait qu'une révolution, et je trouve qu'on le sent bien dans cet ensemble de textes, hein, c'est à la fois de l'émancipation, mais c'est du heurt immédiatement avec des opposants très forts. Une autre dimension qui est peut-être de toutes les révolutions, c'est la question des relations internationales, des rapports de force internationaux, et de fait qui amène très rapidement à d'autres problématiques que celles justement de la parole du peuple. Il y a une question de défense nationale, hein, qui est une dimension de toutes les révolutions, à leur moteur, qui est un des moteurs, mais qui est aussi une des dimensions qui peut devenir répressive, puisque la révolution est une lutte et contre des ennemis intérieurs et contre des ennemis extérieurs. Et la révolution bolchevique, y compris Lénine, l'a quand même posé. C'est effectivement comment est-ce qu'on sort de la guerre. C'est-à-dire que la révolution bolchevique, c'est une promesse de paix. Comment est-ce qu'on revient à la paix, à la paix avec des puissances étrangères, mais aussi à la paix avec des ennemis intérieurs. Lénine est mort très vite, mais peut-être qu'il ne suffit pas d'un grand homme pour résoudre des problèmes de cette ampleur. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, alors qu'on peut qualifier de communistes au sens large, c'est-à-dire qui pensent que le commun, c'est quelque chose de fondamental dans l'émancipation, bute aussi sur ces questions. Donc je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. Ce livre est un livre, effectivement, qui ne propose pas une lecture ni globale, ni du tout univoque de la façon dont fonctionnent différentes révolutions qui sont évoquées ici, qui peuvent être évoquées dans des termes très différents par d'autres auteurs. Donc c'est pour ça que je disais c'est des portes ouvertes et sans volonté de synthèse et sans diktat. Oui, sans conclusion de la part des éditeurs dans un sens ou dans un autre. Et c'est un peu notre ligne aussi au cahier d'histoire, qui, je dirais, est une ligne qu'on peut qualifier d'éclectique, peut-être de petite bourgeoise dans une lecture marxiste radicale ou
Bon, moi je pense qu'on en est là. On en est là de la façon dont on peut penser des sorties du capitalisme dans des voies diverses. Donc nous, comme historiens, on ne construit pas le programme politique de demain. On donne des outils pour penser des réalités sociales que moi je vois comme très diverses. Et je pense que l'histoire, c'est aussi un exercice d'étrangeté, c'est-à-dire qu'il y a de la proximité, mais il y a aussi beaucoup de distance. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à faire au cahier d'histoire, de ne jamais être dans la fétichisation du passé, même si il y a des événements de l'histoire auxquels on peut affectivement adhérer, mais là, on n'est pas dans une posture d'historien. L'historien, il mesure aussi que le passé est définitivement révolu. Donc il n'y aura plus jamais de révolution bolchevique, comme il n'y a pas eu de nouvelle révolution jacobine. Et comme l'avait fort bien senti Marx, il faut se défaire des fantômes du passé. Et il a assez répété à propos de la Révolution française, pour que nous-mêmes, comme historiens, parce que je pense que Marx était un grand penseur du social et aussi du social dans le passé, donc un grand historien, c'est-à-dire que l'histoire, je crois qu'on l'a fait pour la maîtriser, c'est-à-dire en partie pour s'en débarrasser, c'est pour penser au présent. En faire quelque chose. Non, je pense réellement que l'histoire, elle dit du passé, et elle dit dans le passé des faits qui sont très divers, et notamment ces moments rares, difficiles à comprendre, qui sont des ruptures révolutionnaires. Elle dit ça existe. Donc on s'interroge sur comment, pourquoi et quelles conséquences, et on peut penser, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, qu'il y aura d'autres révolutions, mais c'est pas notre rôle. Après, comme militant, on peut effectivement penser qu'on peut accélérer l'histoire. Je ne sais pas, c'est des questions pour les philosophes. En tout cas, s'y inscrire. Et souhaiter des devenirs sociaux différents, mais en tant qu'historien, moi je pense que notre rôle, c'est ça aussi. Mais l'histoire, on la construit. Elle n'est jamais identique. Non, c'est une construction permanente. Absolument. Donc, parce qu'elle est toujours au présent. C'est toujours un traitement par le présent du passé. Des contradictions en procès, disait Marx, Boneghelia, qui d'ailleurs, vous le savez sans doute, considérait que la philosophie était au service de l'histoire. Marx se voit en tant que scientifique d'abord comme historien. Je sais que c'est... Mais là, je cite Marx, en l'occurrence. En tout cas, merci, bravo. Donc, on leur a montré dans la vidéo le sommaire de l'ouvrage, qui donc devait être présenté ici il y a maintenant plus d'un an. Oui. Et tout ça a été retardé et différé. On rattrape un petit peu comme on peut le temps perdu. Et on vous donne donc rendez-vous aux prochaines rencontres qui auront lieu au mois de novembre à Gennevilliers. 27 novembre. 27 novembre. Et également sur d'autres dates avec les associations locales, c'est-à-dire avant le 26, mais peut-être un peu après. Vous nous tiendrez informés. En tout cas, merci mesdames, et donc à bientôt. Merci à vous. Voilà. Donc, merci beaucoup.